Bonjour à tous, c'est Merhaba de cette semaine en Turquie. L'opposition a enfin un programme, 244 pages, 9 chapitres et plus de 2000 mesures promises. Le programme commun ne promet pas des lendemains qui chantent, mais un état de droit. Néanmoins, il manque toujours le nom du candidat qui pourra l'incarner. L'Alliance de la Nation a publié lundi dernier son programme commun dans une salle pleine à craquer. La présentation, uniquement retransmise par les chaînes d'opposition, a regroupé les dirigeants et les cadres des 6 partis de l'Alliance, le CHP, le İYİ Parti, le Parti démocrate, le Gelecek, le DEVA et le Saadet ont planché durant des mois pour produire ce qu'ils appellent un accord commun. Sur 244 pages divisées en 9 chapitres, la principale force d'opposition évoque les mesures concernant la justice, la gouvernance, la lutte contre la corruption, l'économie, l'innovation, les politiques sectorielles, l'éducation, la politique sociale et la politique étrangère. Un programme qui a suscité de l'approbation mais également des critiques. L'approbation, pour la qualité du travail très fourni, issu de partis d'horizons divers. Les critiques ont été surtout pour les sujets absents. Le retour de la Turquie à la Convention d'Istanbul contre les violences faites aux femmes n'apparaît pas, en raison de l'opposition du parti islamiste Saadet. Dans un autre registre, pas une seule fois le mot kurde n'apparaît, en raison de l'opposition des nationalistes du İYİ Parti. Parmi les mesures citées qui ont recueilli énormément d'applaudissements, la promesse de déménager la présidence du palais à Çankaya, lieu historique. Outre cette mesure symbolique, la création d'un office de, je cite, « recouvrement des biens », entendre bien mal acquis, destiné à lutter contre la corruption, a beaucoup fait parler. Contrairement à l'espoir suscité dans une opposition atone, le président et chef de l'AKP, Recep Tayyip Erdoğan, a critiqué ce programme. Il a dit, je cite, « Ce qu'ils appellent programme est un texte qui décrit ce que nous avons fait depuis 20 ans ou ce que nous sommes en train de faire actuellement. Quant au reste, ce ne sont que des mesures qui promettent de rétablir l'ancienne Turquie, faite de disputes, d'instabilité et de luttes en détruisant les acquis de notre peuple. Tout ça pour obtenir un bravo de leur maître. » Kemal Kılıçdaroğlu sera-t-il le candidat pour affronter Erdoğan ? Plusieurs voix dans l'opposition espèrent qu'il ne le sera pas. Doté d'un programme mais toujours sans candidat, l'Alliance de la Nation repousse la proclamation d'un nom pour porter ses couleurs. Kemal Kılıçdaroğlu, le chef du CHP, dispose du soutien de son parti et également d'éventuels concurrents du passé, Mansur Yavaş, le maire d'Ankara, et Ekrem İmamoğlu, d'une manière plus discrète, ont fait allégeance à celui qui est surnommé Monsieur Kemal par Erdoğan. Le CHP a publié un extrait d'un ancien film turc qui met en scène l'acteur légendaire Cüneyt Arkın, jouant un personnage du nom de Kemal, qui téléphone un par un à plusieurs bandits pour leur annoncer son arrivée. Une manière, selon Kılıçdaroğlu, de menacer les 5 grandes holdings proches de l'AKP qui raflent la quasi-totalité des marchés publics, surnommé le gang des 5. Mais ce détournement humoristique de vidéo ne suffit pas à masquer les différentes critiques que sa candidature suscite. Alors qu'Erdoğan a commencé depuis plusieurs mois sa campagne électorale et multiplie les réunions publiques sous couvert d'inauguration, l'Alliance de la Nation n'arrive toujours pas à se mettre d'accord sur un nom, essentiellement en raison du blocage du İYİ Parti. Kemal Kılıçdaroğlu est originaire de Dersim, où l'écrasante majorité est kurde et alévi. S'il n'a jamais confirmé ou infirmé une quelconque origine kurde, sa confession alévi a souvent été mise en avant par Erdoğan. Les alévis représentent une branche de l'islam dérivée du chiisme qui ont une pratique religieuse différente et plus ouverte que la majorité sunnite. Dans le passé, les alévis ont souvent été victimes de massacres et subissent toujours des discriminations. Certains caciques du İYİ Parti avaient dans le passé sous-entendu que sa religion pourrait faire obstacle à son élection. Choisir un, je cite, « candidat qui peut gagner » signifie donc selon eux un autre candidat que Kılıçdaroğlu. Mais l'opposition à sa candidature vient aussi d'autres secteurs de l'opposition qui pensent qu'avec un palmarès de défaites tout au long de ces 10 dernières années face à Erdoğan, Kılıçdaroğlu serait plus avisé de laisser sa place à d'autres, comme İmamoğlu par exemple, qui a battu à 2 reprises un candidat soutenu par le président et chef de l'AKP. Pour la direction du CHP,
Ces critiques sont téléguidées par l'AKP et le Gang des Cinq. Le président du mouvement de jeunesse du CHP a même publié un tweet menaçant où il dit que ceux qui donnent une pancarte à des jeunes en les envoyant manifester devant notre siège fassent attention et ne forcent pas les limites de notre patience. À gauche, le HDP, le Parti ouvrier de Turquie, regroupé autour de l'Alliance de la liberté et du travail, attendent toujours d'être contactés par l'Alliance de la nation pour débattre d'un soutien à leur candidat. Si rien ne se fait, ils présenteront aussi une ou un candidat. Le Coran brûlé à Stockholm et à Copenhague aura provoqué des conséquences qui continuent encore aujourd'hui. Plusieurs consulats ont fermé leurs portes à Istanbul la semaine dernière et cela a provoqué la colère du ministre de l'Intérieur. La semaine dernière, les États-Unis et plusieurs pays européens avaient publié une mise en garde à l'adresse de leurs citoyens désirant se rendre ou résidant en Turquie sur les risques d'un attentat terroriste. Ces recommandations avaient provoqué l'agacement d'Ankara, qui avait à son tour publié un communiqué demandant aux citoyens turcs de faire attention lors de leur déplacement en Europe en raison de, je cite, « actes anti-musulmans et racistes ». Cette semaine, la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie et la Suisse ont fermé les portes de leur consulat à Istanbul, tout comme le lycée français Pierre Loti, en raison du risque d'attaque terroriste. La nouvelle a provoqué des inquiétudes au sein de la société et des interrogations de nombreux citoyens demandant sur les réseaux sociaux pourquoi est-ce que la Turquie ne prenait pas des mesures similaires. Les ambassadeurs des pays concernés ont été appelés au ministère des Affaires étrangères turc pour explication. Les autorités n'ont pas précisé quel type de menace en particulier pesait sur la sécurité, mais selon la BBC Turquie, des diplomates leur auraient parlé de menaces, je cite, crédibles et spécifiques. Selon le communiqué du ministère de l'Intérieur, il pourrait s'agir de militants de Daesh voulant se venger après l'autodafé du Coran à Stockholm et à Copenhague. Mais pour le ministre de l'Intérieur Süleyman Soylu, les consulats qui ferment pour mesure de sécurité participent à, je cite, une guerre psychologique. Jeudi dernier, Soylu a déclaré « 15 personnes ont été interpellées et 5 placées en détention provisoire ». Puis, en faisant référence aux ambassadeurs qui avaient appelé à la libération d'Osman Kavala, il a dit « En voyant qu'ils n'arrivaient pas à faire libérer la personne qu'ils voulaient, les ambassadeurs ayant signé cet appel tentent de mener une opération dirigée par l'ambassadeur en question en parlant de problèmes de sécurité et de terrorisme. C'est clair et net. Le jour où nous avons fixé un objectif de 60 millions de touristes, ils ont lancé une guerre psychologique. Nous sommes face à une opération internationale. Puisque vous êtes si bien renseignés, pourquoi n'avez-vous pas prévenu la Turquie que le PKK et le YPG que vous manipulez allaient commettre l'attentat d'Istiklal ? Je m'adresse d'ici à l'ambassadeur des États-Unis. Je sais parfaitement quels sont les journalistes à qui tu fais écrire des articles. Enlève tes mains sales de la Turquie. Enlevez vos mains sales, vos masques et vos visages souriants. Fin de citation. Rushan Çakır est revenu sur cette séquence. Les consulats de plusieurs pays européens ont fermé leurs portes cette semaine pour des raisons de sécurité. En fait, ils redoutent une attaque terroriste. Et ces fermetures ont provoqué la colère de Süleyman Soylu. Il a qualifié ça d'une opération de guerre psychologique. Et il a surtout ciblé l'ambassadeur des États-Unis, alors que les consulats qui ont fermé leurs portes sont essentiellement européens. Il y a aussi le Canada. Mais lui, il a accusé les États-Unis. Il leur a dit d'enlever leurs mains sales. Alors, je vais vous lire ces propos parce qu'ils sont très très surprenants. Il a dit « Les États-Unis et l'Occident ne veulent pas que nous soyons libres et indépendants sur notre territoire. Le jour où nous fixons comme objectif d'accueillir 60 millions de touristes, ils ont lancé une nouvelle guerre psychologique. Les ambassadeurs qui ont tenté de faire une opération juridique contre la Turquie tentent maintenant de faire une opération de terreur. Un membre des renseignements d'un pays étranger a tenté de recruter certaines personnes pour ses services et la Turquie connaît l'identité de cette personne. Et il continue. Donc ça, c'était le premier jour. Et le lendemain, il cible directement l'ambassadeur des États-Unis en disant « Retire tes mains sales de la Turquie, je sais avec qui tu parles, etc. » Et il a répété à plusieurs reprises que les États-Unis étaient derrière la tentative du coup d'État du 15 juillet.
Et quelles ont été les conséquences de ces déclarations incendiaires? Eh bien, quasiment rien. Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères états-unien, en réponse à une question du média Voice of America, a publié une réponse écrite qui disait que ce n'était pas vrai. Rien de plus. Le jour d'avant, il avait aussi dit « Puisque vous étiez au courant de l'attentat qui a eu lieu en novembre 2022 à Beyoğlu, pourquoi ne nous avez-vous pas prévenus? C'est vous qui l'avez fait faire. » Et c'est vrai que le jour de l'attentat, rappelez-vous, quelques heures après l'attentat, Süleyman Soylu était rentré pour s'adresser aux États-Unis en disant « On sait que c'est vous qui l'avez fait. On a reçu le message et notre réponse va être très forte. » Beaucoup de temps s'est écoulé depuis et on n'a vu aucune réponse. Et si réponse il y a eu, force est de constater qu'elle n'aura pas été spécialement forte puisqu'on n'en a pas entendu parler. Donc l'on peut présumer que ces dernières déclarations ne vont pas non plus avoir un effet quelconque. Et quelle leçon peut-on tirer de tout ça? Déjà, on constate que Süleyman Soylu est le politicien le plus vocal qui représente ceux qui font passer la sécurité avant les libertés. Dans cette optique, on peut dire que Süleyman Soylu est plutôt proche du MHP que de l'AKP. Et ça fait longtemps qu'il est dit que Süleyman Soylu est soutenu par le MHP, qu'il puise sa force là-bas. Alors pourquoi est-ce que je m'intéresse à Süleyman Soylu? Car je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, que dans l'équilibre qui doit être trouvé entre la sécurité et les libertés, Süleyman Soylu est le porte-voix des politiciens qui estiment que la sécurité doit peser plus lourd que les libertés. Et c'est particulièrement visible chez lui. Si on veut savoir ce que pensent ce courant, ces politiciens, il suffit de regarder ce que dit Süleyman Soylu. Mais là, je voudrais souligner quelque chose. Le personnage politique de Soylu a été largement débattu lorsqu'il avait présenté sa démission en avril 2020, et à l'époque, il avait un avenir politique très prometteur, en tout cas pour lui. D'aucuns disaient qu'il était le dauphin d'Erdogan pour lui succéder à la tête de l'AKP, qu'il serait le président qui lui succéderait aussi. Mais je pense qu'à partir de ce moment-là, Süleyman Soylu a commencé à s'aborder lui-même sa carrière politique, et on ne peut constater qu'actuellement, sa carrière politique est sur la fin. La Cour constitutionnelle a réélu pour la 3e fois son président, une élection dont le résultat n'a pas dû plaire au pouvoir. La Cour constitutionnelle a procédé à l'élection de son président. Contre toute attente, c'est Zühtü Arslan qui a été élu pour la 3e fois, en remportant 8 des 15 voix jeudi dernier. Nommé à la Cour constitutionnelle par l'ex-président Abdullah Gül en 2012, il avait été élu une première fois président en 2015, puis réélu en 2019. Le mandat d'un juge à la Cour constitutionnelle dure 12 ans. Il devra donc quitter toutes ses fonctions en 2024. Cette date relativement proche avait fait penser à de nombreux observateurs qu'il ne briguerait pas un 3e mandat. Ces élections étaient scrutées de près en raison de la présence d'un autre candidat, İrfan Fidan, soutenu par le président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdogan. İrfan Fidan, l'ancien procureur de la République d'Istanbul, avait gravi les échelons très rapidement en étant nommé à la Cour de cassation par le Conseil des magistrats et des procureurs en 2020. Une semaine après, il s'était porté candidat pour être juge à la Cour constitutionnelle, puis nommé par Erdogan un mois après. Selon le journaliste Ismail Saymaz, la carrière fulgurante de l'ex-procureur très proche d'Erdogan avait provoqué des grincements de dents dans une corporation où l'expérience et l'ancienneté sont très valorisées. C'est ce qui aurait expliqué en partie la défaite du candidat du pouvoir. Saymaz avait relaté que plusieurs responsables de l'AKP se plaignaient que, je cite, « Dès qu'on les nomme au Conseil constitutionnel, ces gens-là tentent de prendre leur indépendance ». Fin de citation. Aucun des journaux proches du pouvoir n'a parlé de cette élection. Quant à l'opposition, Kemal Kılıçdaroğlu a publié un tweet saluant la réélection d'Arslan. La prochaine échéance majeure de la Cour constitutionnelle sera le procès de la dissolution du HDP. Zühtü Arslan s'était opposé au blocage des subventions publiques au parti pro-kurde, contrairement à İrfan Fidan. Et c'est tout pour cette semaine, merci de nous avoir écoutés, à la semaine prochaine.